Voilà. Bien, alors aujourd'hui, nous allons continuer à travailler sur la question des métaphores conceptuelles, hein, donc à partir de l'apport de Lakoff et Johnson. Nous avions vu ces types très connus de métaphores conceptuelles, l'amour est un voyage, la discussion c'est la guerre ou le temps c'est de l'argent, donc qui correspondent à un premier type de métaphores conceptuelles qu'on appelle les métaphores structurales. Et nous avions commencé la semaine dernière donc à étudier la typologie des métaphores conceptuelles avec différentes sortes, les métaphores d'orientation et les métaphores ontologiques, qui s'ajoutent donc aux métaphores structurales de ce type-là. Alors, on avait vu également que une des caractéristiques des métaphores conceptuelles, mais d'ailleurs, je pense que je l'avais dit, ça n'est pas spécifique aux métaphores conceptuelles, les métaphores poétiques fonctionnent de la même manière. Ce qu'elles mettent en évidence, enfin, disons, puisqu'elles mettent quelque chose en évidence, forcément, en même temps, elles masquent autre chose. Une métaphore, elle masque d'autres métaphores d'une certaine façon, c'est-à-dire que elle ne fait apparaître qu'une partie du référent auquel elle renvoie. Hein, et on l'avait vu avec l'exemple que prennent Lakoff et Johnson de la métaphore du conduit, où donc cette métaphore consiste à voir les langues comme des systèmes de communication selon lesquels un locuteur met des mots dans une espèce de conduit qui transmet les mots au récepteur. Et il est évident que cette métaphore a une part de vérité, hein, mais elle masque des aspects importants. Elle masque le fait que le sens des expressions, des mots, dépend également du contexte et des interlocuteurs. Hein. Et on avait vu ça avec des exemples que prennent Lakoff et Johnson. Nous avons besoin de nouvelles sources d'énergie, veuillez prendre le siège au jus de pomme. Hein. Le siège au jus de pomme s'interprète dans un certain contexte. Hein. Les mots par eux-mêmes, vus selon la métaphore du conduit, ne permettent pas d'interpréter cette expression convenablement. Et nous avons besoin de nouvelles sources d'énergie. On avait vu que le point de vue, la signification de cette phrase change complètement selon selon que cette phrase est prononcée par un écologiste ou par un président d'un groupe pétrolier, par exemple. Bien. Donc, une métaphore conceptuelle donne à voir un aspect du concept, mais évidemment en masque d'autres. Alors, je donne un petit exemple supplémentaire qui est tout à fait évident de nos jours. Hein. La métaphore qui consiste à voir la lutte, ou tout au moins les efforts pour éradiquer le virus de la Covid-19, ces efforts sont vus comme une guerre. Hein. C'est une métaphore absolument traditionnelle qui a été commentée diversement hein, par toutes sortes de personnes qui ont remarqué à juste titre que c'est une métaphore très ancienne, qui n'a rien d'original, qu'on considère que oui, mais si je dis une lutte ou un combat contre l'épidémie, je suis aussi dans une forme de métaphore conceptuelle, hein, parce que je prends l'épidémie comme une personne, d'une certaine façon. Hein. Donc on verra que ça fait partie des métaphores ontologiques, ce genre de choses. Bon, il faudrait dire, vous voyez que dans certains cas, ça n'est pas évident d'éviter la métaphore. Comment je peux dire d'une manière non métaphorique la guerre contre le virus ou la lutte contre le virus? Eh bien, on pourrait dire les efforts médicaux pour éradiquer le virus, vous voyez, par exemple. Hein. Là, je ne fais pas de métaphore, je n'utilise pas de métaphore conceptuelle quand j'ai dit cela. Mais ça n'est pas ce qu'on dit naturellement et ce qu'on lit le plus souvent. Alors, seulement, cette métaphore conceptuelle, cette métaphore hein, du virus comme un ennemi qu'on combat dans le cadre d'une guerre, elle présente des inconvénients, elle masque certains aspects de la réalité. Et c'est ce qui apparaît dans ce texte. Alors, c'est écrit un peu petit, je suis désolé sans doute pour vos écrans d'ordinateur, donc
je vais vous le lire si vous voulez. J'ai un écran à côté de moi un petit peu plus grand, donc c'est un article paru dans l'Obs en mars de l'année dernière. Et donc Ronnie Broman, qui est un médecin qui, je ne me souviens plus des détails, mais qui a été impliqué à un moment donné dans Médecins sans frontières, je crois. Enfin bref, c'est quelqu'un qui a une certaine expérience des questions d'épidémie et qui est médecin. Alors, voici ce qu'il dit dans cet entretien et comment il répond à la question « Comment analysez-vous l'épidémie du Covid-19 et sa gestion par les autorités françaises ?» Voici ce qu'il dit. « Cette épidémie n'avait pas été prévue, mais elle avait été prédite. De nombreux épidémiologistes avaient anticipé l'apparition d'un nouveau virus se répandant à la faveur de l'accroissement démographique, de l'accélération des voyages internationaux, de l'urbanisation, du changement climatique. Cette crainte déjà ancienne s'était renforcée avec les épidémies de sida, le SRAS, le Covid-2, le MERS, le Zika, le chikungunya, Ebola. Nous savions que le rêve d'un monde débarrassé d'un risque infectieux était une illusion, et les gouvernements successifs ne pouvaient méconnaître ces analyses. Cela ne les a pas empêchés depuis des années de réduire les capacités des hôpitaux, avec les effets que l'on voit aujourd'hui. Dans ce contexte, les propos du chef de l'État qualifiant les soignants de héros me semblent particulièrement malvenus. Alors, bien sûr, le fait de considérer que les médecins sont des héros dans une guerre fait partie de la métaphore de la guerre, de la métaphore disons, de la crise sanitaire vue comme une guerre. Cette qualification donc, des médecins comme des héros a quelque chose de pervers parce qu'elle gomme, et vous voyez, c'est là où il y a le masquage, parce qu'elle gomme les raisons de la crise sanitaire. Outre qu'elle oublie les autres professions qui continuent à travailler pour que notre vie soit encore vivable, les éboueurs, les livreurs, les caissières, les producteurs, les distributeurs de produits essentiels, elle met les soignants dans une position délicate. Un héros, ça ne demande pas des journées de récupération pour s'occuper de ses enfants. Ça ne demande pas une prime de risque ou un salaire décent. On sait bien qu'une partie du vidage des hôpitaux vient de ce qu'on paye les gens d'une façon indécente. Agiter la figure du héros, c'est signifier par contraste l'espèce de médiocrité qu'il y aurait à revendiquer plus de sécurité et plus de matériel. Vous voyez, la métaphore de la lutte contre le virus comme une guerre, qui fait donc des médecins des soldats, des héros de guerre, masque le fait que les médecins sont juste des médecins et qu'ils vivent dans des conditions, je veux dire qu'ils exercent leurs conditions, leur métier dans des conditions qui sont difficiles, qui manquent de matériel, il manque de lits d'hôpitaux, les salaires des infirmières et des aides-soignantes, voire des médecins sont trop faibles, etc. Bon, donc, tous ces aspects-là de la réalité de l'épidémie est masqué par le recours à la métaphore conceptuelle de la guerre. Donc, vous voyez, c'est un exemple, disons, très quotidien aujourd'hui, hein, de ce que peut masquer une métaphore conceptuelle, tout en ayant sa part de justesse, parce qu'il est vrai que d'une certaine façon, ces efforts pour éradiquer le virus s'apparentent à une guerre contre un ennemi invisible. Hein. Mais la métaphore met en valeur certains aspects de la situation, elle en masque d'autres. Bien. Alors, je reviens donc à la typologie des métaphores conceptuelles sur laquelle je m'étais arrêté. On avait vu que le premier type de métaphore qu'on a vu, que j'ai rappelé au tout début de ce cours, l'amour est un voyage, la discussion c'est la guerre, le temps c'est de l'argent, sont classés par Lakoff et Johnson comme des métaphores structurelles. Donc là, c'est l'idée qu'un concept est structuré selon un autre concept, mais ces concepts sont des concepts qui n'ont aucun statut particulier, ils ne sont pas des concepts primaires. On peut métaphoriser, alors on ne peut pas métaphoriser n'importe quoi avec n'importe quoi, mais il se trouve que régulièrement, dans certaines cultures, ou dans certains groupes de cultures, les métaphores sont, disons, certains éléments de la vie culturelle sont métaphorisés d'une certaine façon à partir d'autres concepts. Le second type d'orientation limite les sources de la métaphore. C'est-à-dire qu'on a affaire ici, dans les métaphores d'orientation,
à des métaphores qui ont pour source des paramètres spatiaux. Alors, c'est ce qu'on avait vu, le haut, le bas, hein, on avait vu le bonheur est en haut, la tristesse est en bas. Donc là, on a comme source de la métaphore l'orientation spatiale, hein, l'axe haut-bas, et comme cible, donc, ici, des sentiments, hein, joie ou tristesse, bonheur ou tristesse. Alors, ce que je vous avais bien expliqué, c'est qu'on, et on va retrouver cela pour les autres métaphores aussi, on a ici donc une motivation de la métaphore. Hein. De même que dans le conscient est en haut, l'inconscient est en bas, ou dans la santé et la vie sont en haut, la maladie et la mort sont en bas. Hein. La motivation, c'est que lorsqu'on est debout, dressé, l'idée évoquée par cette verticalité, et par l'orientation vers le haut, si on veut, c'est l'idée donc de vie, de santé, de conscience, alors que la position, enfin le bas ou la position allongée, etc., évoque la maladie, la mort, la tristesse. Donc là, ce sont, quand on dit que le fondement physique, c'est l'idée que la maladie nous force à être couchés ou que les morts gisent à terre, il faut voir ces indications comme des motivations de la métaphore. Cette notion d'une motivation est importante parce que on pourrait, enfin, disons la thèse opposée consisterait à dire que une culture code d'une manière totalement arbitraire. Ce serait ça une espèce de relativisme culturel extrême, hein, que le haut et le bas peuvent servir à sémiotiser n'importe quelle, enfin, toutes sortes de situations. Et qu'il se trouve que dans telle culture, c'est la joie qui est en haut et la tristesse qui est en bas, mais on pourrait très bien trouver des cultures dans lesquelles c'est la tristesse qui est en haut et la joie qui est en bas. Alors, la thèse de Lakoff et Johnson, c'est de dire précisément que non. Hein. Alors, bon, peut-être qu'on pourrait trouver des expressions dans certaines langues où on aurait cette idée, mais il faudrait dans ce cas-là l'analyser plus en détail, mais d'une manière générale, l'être humain, en raison de la nature de son expérience physique et de son interaction avec le monde, en raison du fait qu'il est dans la position debout, eh bien, associe la santé et le bonheur au haut, et la tristesse et la mort avec le bas. C'est donc une motivation, ça n'est pas une codification arbitraire. L'idée étant donc qu'on aurait beaucoup de mal, a priori, hein, mais on aura beaucoup de mal à trouver une culture dans laquelle il y aurait une langue où des métaphores conceptuelles indiquant que la tristesse est en haut seraient présentes. Alors, nous avions vu que cet axe haut-bas permet de construire beaucoup de métaphores d'orientation. Donc, vous voyez, ce qui distingue les métaphores d'orientation des métaphores structurelles, c'est que les métaphores d'orientation, elles ont comme source des paramètres spatiaux. Alors que les métaphores structurelles, elles peuvent avoir des sources de toutes sortes. Quand on dit l'amour est un voyage, la source de la métaphore, c'est le voyage. Quand on dit le temps, c'est de l'argent, disons qu'on métaphorise le temps comme de l'argent, la source, c'est l'argent, etc. Ici, ce sont des sources qui sont des paramètres spatiaux. Donc, en haut, on met l'élite, on met ce qui est bon, on met ce qui est vertueux, ce qui est rationnel, ce qui est en plus grande quantité. Enfin, bon, voilà. Donc, vous voyez qu'il y a une sorte comment dire, de logique, de cohérence hein, des métaphores qui font que ce qui est en direction du haut correspond à du plus, du bien, du mieux, etc. Et inversement pour le bas. Alors, je n'y reviens pas, indiqué aussi qu'on retrouve partiellement ces informations dans les données lexicographiques. On avait vu ça avec l'exemple de haut dans le TLFI, mais qu'il y a tout de même des petites différences hein, entre ce qu'on observe quand on piste les métaphores conceptuelles et ce qu'on observe quand on
n'examine des articles de dictionnaire. D'une part, le lexique n'enregistre pas toutes les métaphores conceptuelles, et puis dans d'autres cas, on remarque que certaines choses qui pourraient être prises comme des métaphores conceptuelles ne sont pas isolées par Lakoff et Johnson. Et donc, je m'étais arrêté sur cette diapositive, sur ces conclusions qui renvoient à l'idée que beaucoup de concepts fondamentaux sont organisés selon des métaphores spatiales et qu'il y a donc une systématicité interne et externe des métaphores. Que, d'autre part, ces métaphores sont ancrées dans notre expérience culturelle et physique, elles ne sont pas arbitraires, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, on passe maintenant aux métaphores ontologiques. Troisième grand type de métaphores conceptuelles, les métaphores ontologiques, qui consistent à comprendre nos expériences en termes d'identité et de substance. Donc là, je renvoie aux pages 35 à 41 de la version française les métaphores dans la vie quotidienne. Alors, l'idée est donc, à nouveau, là qu'on va se spécialiser sur certaines sources de métaphores. Notre expérience des objets physiques est à l'origine de nombreuses métaphores ontologiques. Ici, le domaine source, ça va être le monde physique, et le domaine cible, le monde non physique. Alors, principalement, on va, dans cette perspective, conceptualiser des choses abstraites sous forme d'entités. Des entités, donc, qui vont être vues comme des entités physiques. Alors, par exemple, l'inflation est une entité. Donc l'inflation, c'est quelque chose d'abstrait, bien sûr. Mais il y a des expressions dans lesquelles on s'aperçoit qu'on voit l'inflation comme une entité. Par exemple, l'inflation dévore une grande partie de nos revenus. Ici, il y a une sorte de personnification, mais bon, d'une manière plus générale, l'idée que c'est une personne qui dévore quelque chose fait que cette personne, c'est une entité, ça n'est plus une abstraction. L'esprit est une entité. Par exemple, lorsqu'on dit, avec deux aspects de cette métaphore conceptuelle ontologique, soit l'idée que l'esprit est une machine, exemple, donc mon esprit est incapable de fonctionner aujourd'hui, ça ne tourne pas rond, etc. Et puis deuxième sous-métaphore conceptuelle, l'esprit est un objet fragile. Il a craqué à l'interrogatoire. Bien, donc voyez ici, on a donc des notions abstraites comme l'esprit, comme l'inflation, qui apparaissent dans des phrases comme étant sujet de verbes ou sujet d'attributs qui correspondent à des choses concrètes. Donc, ils sont conceptualisés comme des entités concrètes. Et cela permet ensuite de faire différentes opérations de référence, de quantification, etc. Alors, ici, vous avez quelques exemples. Alors, ce sont évidemment tous des exemples qui sont empruntés au livre de Lakoff et Johnson. Donc, pour la référence, ma peur des insectes est en train de rendre folle ma femme. Bon, alors, ma peur des insectes est en train de rendre folle ma femme. Ma peur des insectes, l'idée ici, c'est qu'on réfère à quelque chose d'abstrait, qui est la peur des insectes, donc, comme à une entité. Mais ce serait une entité, vous voyez, le groupe verbal est en train de rendre folle ma femme, ça peut très bien être quelque chose d'abstrait qui vous rend fou. Donc, je trouve qu'un meilleur exemple serait de dire, par exemple, ma peur des insectes bloque toute possibilité de voyage dans ce pays. Oui, pardon pour la coquille, il y a écrit tot au lieu de tout. Si je dis ma peur des insectes bloque toute possibilité de voyage dans ce pays, j'ai bien l'idée là, avec le verbe bloquer, que le sujet est quelque chose de très concret, qui bloque un déplacement. Bon. Je trouve donc que ce serait un meilleur exemple. Ensuite, la quantification. Ce livre exigera beaucoup de patience, donc la patience est quelque chose d'abstrait. Ici, elle est conceptualisée comme une entité concrète en grande quantité. Identification d'aspects. Alors, là aussi, c'est peut-être un tout petit peu plus délicat à comprendre. La brutalité de la guerre nous rend tous inhumains. Ici, l'idée, c'est qu'on a la guerre, qui est une abstraction, et la brutalité de la guerre, cet aspect de la guerre est lui-même conceptualisé comme une entité.
La face sombre de sa personnalité se dévoile quand il est sous pression. Là aussi, la face sombre de sa personnalité. La personnalité, c'est une abstraction de la personnalité de quelqu'un. La face sombre de sa personnalité, c'est un aspect de cette personnalité. Eh bien, cet aspect est vu lui aussi comme une entité. L'identification de cause, le poids de ses responsabilités a provoqué sa dépression. Bon, voilà, la cause de la dépression, c'est quelque chose qui est ici donc le poids des responsabilités, qui serait vu là comme une entité concrète. Bon, là aussi, je trouve que c'est un petit peu discutable comme argument, parce qu'après tout, des choses abstraites peuvent être des causes de toutes sortes d'événements. Donc, il me semble que l'exemple est un peu moins démonstratif que d'autres. Alors ensuite, vous avez toujours dans la rubrique des métaphores ontologiques, les métaphores du contenant, qui en fait prennent pour source l'orientation dedans, dehors, hein, inside, outside. Donc, par exemple, la métaphore, les champs visuels sont des contenants. Exemple, le navire entre dans mon champ de vision, ou dans le champ de vision. Ou encore, les états sont des contenants qui contiennent des événements ou des actions. Es-tu dans la course dimanche? Il sort du coma. Il sort du coma. Le coma, qui est un état, est vu comme étant une sorte d'endroit où on était et dont on sort. Donc là aussi, on a donc une métaphore ontologique, puisque une chose abstraite comme un état est vue comme une chose concrète qui contient, enfin, une chose concrète qui peut contenir un individu, hein, qui est dedans ou qui est dehors. Bon, et puis enfin, la personnification, ça c'est très banal. Hein. Ce fait plaide contre les théories classiques. En principe, c'est le verbe plaider requiert des sujets humains. Hein. C'est quelqu'un qui plaide, un avocat qui plaide. Et là, c'est un fait, donc un objet physique. Là, si, ce serait peut-être un petit peu contestable, mais c'est la formule de Lakoff. Quand on dit hein, le fait plaide contre les théories classiques, le fait, ce fait, n'est pas proprement parlé un objet physique, hein, il faut bien le reconnaître. Bon. Donc il y a des petits problèmes de formulation, mais l'idée générale ici, c'est qu'on a affaire à des métaphores conceptuelles d'une très grande généralité et qui sont une façon, disons, assez systématique de ramener tout ce qui est concret, de ramener tout ce qui est abstrait à du concret. Bon, vous allez me dire, c'était un petit peu déjà l'idée avec l'amour est un voyage, hein, parce que un voyage, c'est quelque chose de beaucoup plus concret que l'amour. D'accord, hein, c'est vrai que de toute façon, d'une manière générale, les métaphores conceptuelles sont des projections à partir de sources concrètes, hein, pour pouvoir conceptualiser des choses abstraites. Bien. Mais ce qui va distinguer, vous l'avez compris, les différents types de métaphores, métaphores structurales, métaphores ontologiques, en l'occurrence ici, eh bien, et métaphores d'orientation également, hein, comme on les a vues précédemment, c'est la nature des sources. On a vu qu'avec les métaphores d'orientation, on avait un cadrage sur les sources de nature spatiale. Et dans les métaphores ontologiques, on a des sources d'une grande généralité qui sont entités, contenants, contenus, etc. Alors, maintenant, on peut se poser la question, puisque c'est ce qui est en jeu hein, dans cette réflexion sur les métaphores conceptuelles. Comment notre système conceptuel est-il fondé au sens où quelle est la base? Quelles sont, puisque à chaque fois on fait des métaphores conceptuelles pour exprimer quelque chose de plus abstrait, mais si je redescends vers le plus concret, est-ce qu'il y a, quels sont les concepts que l'on comprend directement sans avoir affaire à des métaphores? Il y a bien, s'il y a des sources pour les métaphores conceptuelles, il y a bien à un moment donné, il faut bien s'appuyer sur une espèce de sol de base,
hein, qui seraient des sortes de concepts primaires inévitables à partir desquels donc on pourrait construire des métaphores. Alors, prenons par exemple le cas de O, hein, donc le cas des métaphores d'orientation. On a vu que l'axe haut-bas renvoie à notre corporéité, au fait que nous nous tenons debout. Alors, Lakoff remarque que d'autres cadres possibles, qu'il existe d'autres cadres de repérage possibles hein, pour l'orientation dans l'espace, hein, les coordonnées en 3 dimensions, les coordonnées cartésiennes. Et on pourrait imaginer, je ne crois pas que je vous ai mis la citation ici, mais on pourrait imaginer des créatures qui ont une forme de boule et qui roulent. Elles n'auraient pas du tout cette orientation au bas dans leur système conceptuel, par exemple. Hein. Bon, donc, on a des concepts spatiaux humains qui sont structurés par les orientations de notre expérience, enfin, les grands vecteurs d'orientation qui caractérisent notre expérience du monde. Le haut, le bas, l'avant, l'arrière, ce qui est près, ce qui est loin, etc. Alors, voici une citation. En d'autres termes, ce que nous nommons expérience physique directe ne se réduit jamais à la possession d'un corps d'un certain type. Nous dirons plutôt que chaque expérience a lieu sur fond de présuppositions culturelles. Il est donc erroné de parler d'expérience physique directe comme s'il existait un noyau d'expérience immédiate que nous interpréterions à l'aide de notre système conceptuel. Donc il n'y a pas une sorte de privilège de l'expérience corporelle ou physique. Les suppositions, valeurs et attitudes culturelles ne constituent pas une couche conceptuelle distincte que nous pouvons plaquer à notre guise sur l'expérience. Il serait plus correct de dire que toute expérience est entièrement culturelle et que, lorsque nous faisons l'expérience du monde, notre culture est déjà présente dans l'expérience elle-même. Alors, ce premier paragraphe est important parce que, en effet, lorsque on commence à dire, quand on commence à décrire les métaphores conceptuelles comme étant des métaphores orientées du concret vers l'abstrait, hein, c'est-à-dire qu'on se sert du concret pour exprimer l'abstrait, on conceptualise l'abstrait à partir du concret, si vous voulez. Et donc, par exemple, dans le haut, le bas, etc., qui sont des dimensions qui caractérisent notre vie corporelle, physique. Hein. Eh bien, on pourrait être tenté de dire que les concepts abstraits sont secondaires par rapport à notre expérience physique. D'accord ? Qu'on aurait une expérience corporelle, si vous voulez, corporelle ou physique du monde, et que secondairement, se grefferaient sur cette expérience corporelle ou physique des concepts plus abstraits, plus généraux. Alors, ce point, Lakoff et Johnson le contestent très nettement en disant, à juste titre, que notre expérience humaine ne peut pas dissocier, dans notre expérience, d'un point de vue, disons, phénoménologique, nous expérimentons en même temps. On ne peut pas détacher la couche culturelle de la couche physique ou physico-physiologique ou corporelle, si vous voulez. Cette dimension culturelle et cette dimension physique, elles sont entrelacées complètement, elles sont indissociables dans notre expérience. Dans notre expérience. Mais, et c'est là que je passe au deuxième paragraphe, pourtant, même si nous admettons que chaque expérience comporte des présuppositions culturelles, nous pouvons encore établir une distinction importante entre les expériences qui sont plutôt physiques, comme se mettre debout, et celles qui sont plutôt culturelles, comme prendre part à une cérémonie de mariage. Donc, certes, il y a un entrelacement, mais il y a des expériences qui sont plutôt physiques, plutôt culturelles. Ça, évidemment, c'est indéniable.
Alors, c'est là que le point devient important, parce qu'il conduit, et c'est important du point de vue, si vous voulez, de la compréhension de ce qui est en jeu dans les métaphores conceptuelles, il conduit à distinguer l'expérience et la conceptualisation de l'expérience. L'expérience du monde et la conceptualisation. Alors, je cite encore ce passage. « Nous ne prétendons pas que l'expérience physique n'est en aucune manière plus fondamentale que les autres formes d'expérience, affectives, mentales, culturelles ou autres. » Donc ça, c'est une autre façon de formuler l'idée qu'on a vue juste avant. Il n'y a pas de priorité, en quelque sorte, au niveau de l'expérience. Donc j'insiste bien, au niveau de l'expérience, il n'y a pas de priorité de la dimension physique de l'expérience. Toutes ces expériences, qu'elles soient donc physiques, enfin qu'elles aient cette dimension physique, affective, mentale, culturelle, toutes ces expériences peuvent être aussi fondamentales que les expériences physiques. Nous soutenons plutôt, et c'est là où il y a quand même une distinction un peu subtile qui est faite, nous soutenons plutôt que nous conceptualisons habituellement le non-physique en des termes physiques. Nous conceptualisons habituellement le non-physique en termes physiques. Autrement dit, que nous conceptualisons le moins distinct en termes du plus distinct. Alors, bon, ça c'est une autre façon de dire le non-physique est moins clairement distinct, c'est-à-dire moins comptable. Voilà, bon, je ne veux pas trop insister sur cette formulation qui est peut-être un peu contestable, mais restons à nous conceptualisons habituellement le non physique en termes physiques. Par exemple, prenez ces trois emplois de la préposition dans. Henri est dans la cuisine, Henri est dans les parachutistes, Henri est dans l'embarras. On voit bien qu'on passe d'un domaine spatial, Henri est dans la cuisine, là, il n'y a pas de métaphore si vous voulez, c'est vraiment la dimension spatiale, et puis Henri est dans les parachutistes, là avec, on est dans l'inclusion dans un domaine social, et Henri est dans l'embarras, on est dans une idée d'inclusion dans un domaine affectif, et donc vous voyez ici les métaphores ontologiques, les parachutistes, c'est un groupe social qui est vu comme un contenant, à l'intérieur duquel vous avez Henri. Même chose pour l'embarras. L'embarras, c'est une chose abstraite qui est vue comme un contenant dans lequel il y a Henri. Commentaire, le concept « dans » émerge dans la première phrase directement de l'expérience spatiale, de façon claire et distincte. Ce n'est pas un cas de concept métaphorique. Donc il y a bien des concepts qui ne sont pas des concepts métaphoriques. Dans Henri est dans la cuisine, ça n'est pas métaphorique. Il n'en est pas de même des deux autres phrases qui contiennent des concepts métaphoriques. Les groupes sociaux sont des contenants, etc. Ces exemples montrent donc qu'il est possible d'avoir des expériences, des types d'expériences également fondamentaux, tout en ayant des conceptualisations des expériences qui ne sont pas également fondamentales. Vous voyez ? Donc, on a bien ici cette distinction entre l'expérience où les dimensions physiques, sociales, culturelles, affectives sont indissociables, et la conceptualisation qui est inscrite dans les langues, ou qui est active à un moment donné lorsqu'on utilise une langue, ou quand on utilise notre esprit, cette conceptualisation dans laquelle, là, il y a une hiérarchisation entre le plus abstrait, le plus concret, entre les concepts qui renvoient au physique et les concepts qui renvoient à des choses qui ne sont pas physiques. Bon. Alors, à partir de cette réflexion, et pour poursuivre, si vous voulez, l'interrogation sur quoi notre système conceptuel est-il fondé, est-ce qu'il y a des concepts, quels sont les concepts non métaphoriques sur lesquels nos catégorisations sont fondées. Parce que, vous vous souvenez, on a vu que les métaphores conceptuelles structurent, au fond, notre vie mentale. Bon, alors, c'est très bien, on a une façon de comprendre une partie, tout au moins, de l'organisation de nos concepts. Quelle est la relation, quelle peut être la relation entre un concept d'amour et un concept de voyage.
il peut y avoir une projection et on se sert du concept de voyage pour métaphoriser le concept d'amour. Mais l'interrogation, là, c'est de savoir s'il existe des concepts de base, une sorte d'ensemble minimal de concepts qui, eux, ne sont pas métaphoriques et qui permettent de métaphoriser tout le reste. Ce serait intéressant quand même de connaître cela parce qu'on aurait en quelque sorte le noyau conceptuel, le noyau dur, le noyau conceptuel d'une culture, si on arrivait à isoler ces concepts de base. Alors, c'est un peu le travail qu'a fait Joseph Grady dans sa thèse au départ. Donc, vous voyez, c'est une thèse qu'il a faite sous la direction de George Lakoff, avec d'autres linguistes très connus d'ailleurs, hein, Switzer, Fillmore, Slobin. Bon, une thèse qui a été soutenue dans les années 90 et qui ensuite a donné lieu à diverses publications. Mais enfin, je vais vous présenter un petit peu ce travail de thèse. Vous voyez qu'il s'intitule « Foundations of Meaning, Primary Metaphors and Primary Scenes ». Donc, il est question ici des métaphores primaires hein, et des scènes primaires. Alors, vous voyez bien qu'avec la notion de métaphore primaire, on va toucher à quelque chose comme les concepts de base. Qu'est-ce que Grady entend par métaphore primaire? Alors, voici le schéma qu'il va utiliser pour décrire comment on passe des événements, de ce qu'il appelle les événements de base, on va voir de quoi il s'agit exactement, jusqu'aux métaphores primaires. On va voir d'abord ce que c'est qu'un événement de base. Qu'est-ce que c'est qu'un événement de base? Je vous donne la traduction directement ici. Il y a certains types d'événements et de scènes qui se répètent régulièrement dans notre expérience. Je parle ici de choses qui se passent, d'interactions particulières avec l'environnement qui se déroulent à des moments et des endroits particuliers. Certains événements de ce genre se produisent à de nombreuses reprises dans notre expérience dans des concepts variés. Par exemple, nous soulevons souvent des objets. Nous voyons souvent des couleurs particulières, nous fléchissons les genoux, nous percevons des similitudes entre les objets, nous nous déplaçons souvent d'un endroit à l'autre, nous obtenons de l'information par l'observation visuelle d'une scène, et ainsi de suite. Donc, tout cela, ce sont des événements banals, hein, qui sont des événements qui décrivent en quelque sorte la vie, qui décrivent un peu de l'extérieur, hein, la vie d'un être humain. Mais, parmi toutes ces choses, hein, parmi les choses qui se produisent dans notre expérience sur une base si régulière, donc les choses les plus banales que font tous les êtres humains dans leur vie quotidienne. Parmi toutes ces choses, certaines sont plus importantes et plus significatives pour nous, hein, pour l'être humain, dans sa culture, que pour les autres, parce qu'elles se rapportent de façon particulière à nos objectifs et nos désirs. Par exemple, lorsque nous ressentons le poids d'un objet, hein, donc vous soulevez un objet et vous sentez qu'il est lourd. Lorsque nous ressentons le poids d'un objet, cela signifie typiquement qu'il nous est plus difficile de le soulever que s'il était léger. D'accord ? Cela peut aussi signifier que nous ne pouvons pas le soulever ou ressentir de l'inconfort lorsque nous le soulevons ou le soutenons. Alors attendez, pardon, il y a un petit problème de formulation peut-être ici. Cela peut aussi signifier que nous ne pouvons pas le soulever. Ah oui, parce qu'ici il est trop lourd, hein, nous ne pouvons pas le soulever, ou ressentir de l'inconfort lorsque nous le soulevons ou le soutenons, de l'inconfort ou de la difficulté. Donc, soulever un objet lourd, c'est une expérience qu'on a et qui renvoie éventuellement à des difficultés. Mais on a un objectif. Lorsqu'on soulève quelque chose, en général, c'est pour le mettre ailleurs, c'est pour en faire quelque chose. On va comparer à un autre genre d'expérience. Quand on voit la couleur bleue, en revanche, cette expérience n'a pas d'implication particulière pour nos interactions avec le monde. Toutes sortes d'objets peuvent être bleus, et nous pouvons typiquement nous rapporter à des objets bleus de la même manière que nous nous référons à des objets verts, rouges ou jaunes.
malgré les effets subtils que les couleurs peuvent avoir parfois sur notre humeur. De même, l'action plier les genoux n'a pas d'importance particulière dans notre expérience, parce que nous le faisons dans toutes sortes de contextes et pour toutes sortes de raisons. Plier les genoux est une composante de diverses actions utiles, comme marcher, s'asseoir, sauter, mais il ne s'agit pas en soi d'une action autonome d'une importance particulière. Donc, vous voyez, il fait la différence, qui n'est pas évidente comme ça, a priori, hein, entre un exemple du type lever un objet lourd, par exemple, et puis plier les genoux. Hein. Et la différence, ce serait que plier les genoux en tant que tel, ça n'a pas d'implication particulière dans la vie de l'être humain. Parce qu'on plie les genoux pour toutes sortes de raisons différentes, hein, pour courir, pour sauter, pour marcher, etc., qui sont des choses totalement différentes. Le fait par lui-même de plier les genoux n'a pas d'implication, n'a pas de conséquences importantes. Alors que quand vous sentez le poids de quelque chose, lorsque vous le soulevez, il y a des implications, parce que ça veut dire que ça va peut-être être difficile à transporter, ça veut dire que c'est pénible à soulever, etc. etc. D'ailleurs, vous remarquerez que c'est une petite expérience très facile. Si vous montrez à des gens, par exemple, une sorte de grosse pierre, et qui est en polystyrène, qui est très bien faite, et qui a l'air d'être une pierre, mais qui n'en est pas une. Les gens vont la soulever et vont avoir un geste brutal, vont être très surpris. Hein. Ou alors, vous allez dans une grande surface et vous voulez acheter un grand saladier, vous n'avez pas remarqué qu'en fait, c'était du plexiglas et pas du verre. Et en fait, quand vous le prenez, vous le soulevez en l'air parce qu'en fait, votre corps a anticipé le fait qu'il était lourd, etc. Donc, vous voyez qu'il y a d'un point de vue cognitif toutes sortes d'interactions avec cette idée du poids d'un objet, qui est donc un paramètre important dans notre interaction avec le monde. Donc, les événements de base, là je n'ai pas donné la traduction, mais c'est facile à comprendre, ce sont des expériences simples en temps réel qui sont reliées à des interactions, disons à des manières particulières, qui sont reliées à nos interactions avec le monde, hein, orientées vers le monde, orientées vers un but, hein, goal-oriented, et qui ont une signification particulière pour nous. Donc, on part de ces événements. Alors, bien sûr, il ne faut pas vous imaginer que Grady a construit sa thèse, a obtenu ses résultats en se disant je vais partir des événements de base et je vais quels sont les événements de base, je vais réfléchir et je vais trouver des événements de base. En fait, c'est dans l'autre sens que ça a fonctionné, c'est-à-dire en étudiant les métaphores conceptuelles, il s'est rendu compte qu'on retombe toujours sur un certain nombre d'événements de base. Hein, et ensuite, il a reconstruit le modèle dans l'autre sens en partant de ces événements de base. Mais c'est pour cette raison que la définition générale de ces événements de base est si floue. Hein, parce que quand on lit Grady, on n'a pas de critères très précis pour faire, bon, à part les exemples très contrastés qu'il donne du type lever une pierre, plier les genoux, eh bien, on n'a pas de définition très précise du basic event. Hein. Donc, c'est en fait une définition ad hoc, une définition qui est donnée après coup, finalement, après avoir constaté que l'étude des métaphores conceptuelles primaires conduisait, des métaphores conceptuelles basiques conduisaient à un ensemble d'événements primaires. Bon. Alors, à partir de ces événements primaires, enfin, ces événements de base, et en relation avec les structures cognitives et les capacités cognitives des êtres humains, on arrive à ce qu'il appelle les scènes primaires, primary scenes, donc qui peuvent être éventuellement composées de sous-scènes, hein, de subscenes. Bon, ces primary scenes, ce sont simplement, les événements de base, mais pris dans leur dimension phénoménologique, c'est-à-dire l'expérimentation par un sujet donné de cette idée, cette expérience, par exemple, de prendre un objet, hein, et de le soulever, etc. Donc le basic event, c'est l'idée de soulever un objet, et, par exemple, et la primary scene, c'est quelqu'un vit l'expérience de soulever un objet. Bon. Ensuite,
il y a le liage, le binding, conceptual binding, c'est-à-dire le liage ou l'association conceptuelle. Ah oui, j'avais donné la traduction en français là, de Basic Events. J'avais oublié que j'avais traduit les expériences simples en temps réel qui se rapportent de manière particulière à nos interactions avec le monde orienté vers un but ont une signification particulière dans le modèle présenté ici. Alors, pour le binding conceptuel, pour le liage ou le conceptuel, l'idée, ça va être que, par exemple, en soulevant une pierre, je remarque qu'elle est, si elle est lourde, elle est difficile à transporter. Donc, je vais associer l'idée de poids, le concept de poids, au concept de difficulté. C'est ça le binding. Il va y avoir un lien entre le concept physique de poids et le concept abstrait de difficulté. Donc, je vous lis la traduction de cette autre citation. Puisque nous faisons très fréquemment l'expérience de scènes primaires et que celle-ci implique des corrélations étroites entre des aspects distincts de l'expérience phénoménologique, donc des aspects distincts de l'expérience phénoménologique, il vise par là l'idée que l'expérience phénoménologique de lever une pierre permet d'associer deux aspects qui sont la lourdeur, le poids de la pierre et l'idée de difficulté de la transporter. Donc, je relis. Puisque nous faisons très fréquemment l'expérience de scènes primaires et que celles-ci impliquent des corrélations étroites entre des aspects distincts de l'expérience phénoménologique, il ne devrait pas être surprenant que ces dimensions distinctes soient étroitement associées dans nos représentations cognitives du monde. Donc, il y a une association entre ces deux dimensions, par exemple ici, lourdeur, difficulté. En fait, il serait surprenant qu'elle ne le soit pas. Bon, là, il donne un autre exemple. La chaleur et l'intimité émotionnelle, le poids et la tension, la démangeaison et la compulsion d'agir, ce sont des dimensions de l'expérience qui sont susceptibles, sur la base des considérations ci-dessus, d'être fortement associées dans notre esprit, même en dessous du niveau de l'analyse consciente. C'est dans ce sens que je parlerai de liaison, de binding, de lien entre les concepts. Donc, outre l'exemple du poids et de la tension ou de la difficulté, l'exemple de la chaleur et de l'intimité émotionnelle, c'est de l'intimité, de l'intimité émotionnelle, disons, c'est l'idée que lorsque vous êtes proche de quelqu'un, vous sentez la chaleur de son corps, et donc vous pouvez associer la chaleur à l'idée de proximité émotionnelle, hein, ou la chaleur à l'idée, disons la chaleur physique à la chaleur émotionnelle. Hein. Quand on parle par exemple d'un accueil chaleureux, bon, là la chose est carrément entrée dans le lexique, hein, mais c'est une métaphore conceptuelle qui a donc cette motivation. Hein. Pourquoi on associe le bien-être émotionnel à de la chaleur? Bon, l'idée, ce serait que lorsqu'on est dans la proximité corporelle avec quelqu'un, on sent sa chaleur et donc on associe la proximité physique à de la proximité émotionnelle ou de l'intimité émotionnelle. De même, la métaphore conceptuelle qui associe, disons la métaphore primaire qui associe, disons le lien, pardon, on n'est pas encore à la métaphore primaire, le lien qui associe la démangeaison et la compulsion d'agir, c'est l'idée que si j'ai quelque chose qui me démange, j'ai envie de gratter ma démangeaison. Donc, j'ai envie de gratter là où ça me démange. Donc, il y a un lien entre l'expérience physique de la démangeaison et l'idée de ne pas pouvoir se retenir de faire quelque chose. Bon. Et c'est là qu'on va trouver, bien sûr, cette association entre l'idée de se sentir obligé d'agir. Ça me démange de faire quelque chose. Alors, ensuite, il y a un petit aspect technique là, que je vais mentionner, mais qui n'est pas très important. D'ailleurs, il est mentionné à cet endroit de la thèse et on le retrouve nulle part ailleurs. C'est vraiment un point de détail qu'il appelle ici un autre processus qui est de deconflation. Hein. Alors, qu'on pourrait traduire, je pense, par découplage.
L'idée, vous lirez la citation si vous voulez, c'est que si on laisse, si on laisse la liaison conceptuelle se faire jusqu'au bout, ben, il n'y aura plus qu'un seul concept. Donc, il faut bien qu'à un moment donné, dans le développement, il y ait une sorte de découplage, c'est-à-dire que les deux concepts ne soient pas vraiment un seul. Il faut qu'ils soient maintenus séparés. Hein. Donc, c'est ça, je pense, cette idée de découplage entre les concepts. Ils sont liés, mais maintenus séparés quand même, pour que la métaphore conceptuelle puisse être efficiente. Et on arrive donc à la métaphore primaire, hein, qui est décrite de cette façon-là. Je vais vous traduire le passage. Une fois que des dimensions distinctes de l'expérience, hein, donc encore une fois, le poids de la pierre est l'idée de difficulté, ou la chaleur d'un corps est l'idée de proximité émotionnelle. Une fois que des dimensions distinctes de l'expérience sont liées dans nos représentations cognitives, le terrain est prêt pour l'extension de cette association à une correspondance plus large entre concepts. Par exemple, nous pouvons faire référence à des tâches légères ou lourdes, puisque, pour les anglophones au moins, mais ça marche aussi pour en français, hein, toute l'échelle du poids est associée à l'échelle de la difficulté ou du caractère désagréable de l'exécution d'une tâche. Donc le poids va être associé à la difficulté ou à l'idée d'une tâche désagréable. De même, les degrés de chaleur ou de proximité correspondent à des degrés de réponse émotionnelle ou de connexion. Les différentes positions par rapport à une région déterminée, délimitée, par exemple à l'intérieur, à l'extérieur, au centre, à la périphérie, correspondent au statut par rapport à un groupe, et ainsi de suite. Dans cette thèse, je ferai référence à de nombreuses métaphores primaires, chacune d'elles impliquant par définition une liaison de ce type entre des concepts distincts, c'est-à-dire des concepts sources et des cibles primaires. À des concepts, entre des concepts distincts issus de scènes primaires, comme celle qui précède, et des corrélations qui les caractérisent. Nous verrons en outre que les analyses impliquant des mappings conceptuels de ce type sont celles qui rendent le plus efficacement compte des modèles du langage métaphorique. Bien. Donc vous voyez que les métaphores primaires sont définies simplement comme des métaphores qui ont comme source des scènes primaires, hein, donc, ou des... oui, c'est ça. Donc, les métaphores primaires sont des métaphores conceptuelles, bien sûr, hein, qui ont comme source des scènes primaires, donc des événements basiques de notre vie quotidienne. Bien. Alors, ce qu'on commencera à faire la semaine prochaine, c'est donc de décrire ces différentes métaphores primaires, et je vais examiner avec vous, pas toutes, mais une partie de celles que décrit Grady dans sa thèse, qu'il classe en 5 parties, hein, les métaphores atemporelles, les métaphores qui permettent de dire la quantité, le degré, le temps, l'action, la structure de l'événement, les affects, la pensée, la conscience, etc. Pour que vous voyez bien qu'au fond, on arrive à une sorte de liste pas si grande que ça, hein, mais bon, quand même suffisamment grande pour que je ne puisse pas l'énumérer entièrement pendant le cours, ce serait trop ennuyeux, mais je vous renverrai, enfin, j'ai déjà mis d'ailleurs sur le site du cours un lien vers la thèse de Grady pour celles d'entre vous qui auraient la curiosité de voir un petit peu de quoi il s'agit. Donc vous pouvez regarder dans l'annexe de la thèse, il y a la liste de tout son corpus de métaphores conceptuelles primaires. Et donc, c'est ce réseau de métaphores primaires que je décrirai avec vous la semaine prochaine. Voilà. Alors, avant qu'on se quitte, je vais quand même vous demander si vous avez des questions ponctuelles sur ce qu'on vient de voir. Pardon, monsieur. Je voudrais savoir s'il y a une fonction ou s'il y a un paradoxe entre... Ah, alors, j'ai l'impression... Pardon, vous m'entendez? On ne vous entend pas. J'ai l'impression que vous essayez de parler, mais qu'on ne vous entend pas. Pardon, vous m'entendez? Alors, à moins que j'ai un problème de son, mais je n'entends... Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un peut prendre la parole, là, juste pour vérifier que j'ai bien...
Oui, on vous Moi, entend. je ne vous entends pas. J'ai bien entendu tout. Je dois avoir un problème de son. Mais non, pourtant... écoutez, vous pouvez me poser la question dans le chat éventuellement? Oui. Et alors, l'idée est de voir le lien entre la métaphore conceptuelle et la polysémie. C'est-à-dire que c'est pas tellement qu'il y a un paradoxe. On l'a vu par exemple avec eau. Vous voyez, la semaine dernière, quand on a vu à partir du TLFI les différentes métaphores conceptuelles qu'on retrouvait via l'examen du dictionnaire. Donc le TLFI donnait la polysémie de l'adjectif eau, et on retrouvait au sein de cette polysémie les différentes métaphores conceptuelles, mais certaines n'y étaient pas. Donc il n'y a pas si vous voulez, la polysémie d'un mot concret permet de dériver plusieurs métaphores conceptuelles qui vont être cohérentes, qui vont avoir une structure, enfin des structures cohérentes, mais il n'y a pas de paradoxe. Alors, vous précisez en disant, par exemple, l'inflation, c'est plutôt traité comme une polysémie maintenant. Ah oui, voilà, je pense alors là que vous voulez faire la différence entre les métaphores conceptuelles qui sont installées dans le lexique et celles qui sont des métaphores conceptuelles plus novatrices, peut-être. Hein. Voilà, c'est ça. Mais en fait, vous avez raison, il y a quand même une différence, si vous voulez, entre, par exemple, oui, enfin bref, entre l'amour est un voyage, bon, là, c'est pas quelque chose qui est dans le dictionnaire, et puis le fait que eau, l'idée de eau puisse renvoyer à quelque chose de bonne qualité. Bon, hein, une copie de haute qualité, par exemple, un livre de haute qualité. Bon. Un livre de haute qualité, ce sens-là du mot eau va être dans le dictionnaire, alors que l'amour est un voyage, c'est pas du tout dans la définition ni de amour ni de voyage. Bien. Alors oui, il y a en effet une différence entre les deux, une différence disons, il y a plusieurs façons de la qualifier, de sédimentation, on pourrait dire de la métaphore, mais peu importe. En tout cas, pour Lakoff et Johnson, ce paramètre n'intervient pas. Dans les deux cas, il y a métaphore conceptuelle, et le fait de savoir que cette métaphore conceptuelle existe déjà dans le lexique, ou bien qu'elle est plus ou moins créée dans le discours, pour eux, ça n'est pas pertinent. Parce que ce qu'ils décrivent, c'est le lien entre les concepts. Donc au fond, peu importe si la métaphore conceptuelle est sédimentée ou pas. Oui, c'est ça. C'est une différence de la notion de convention est tout à fait juste. Hein. Il y a des métaphores plus conceptuelles, plus ou moins conventionnelles, plus ou moins stabilisées, plus ou moins sédimentées. Mais la notion de convention est très bien, très souvent utilisée. Et vous avez tout à fait raison. Voilà. Bon, alors ça m'embête un peu que je ne vous entende pas. J'espère que je vais trouver pourquoi je n'arrive pas à voir le son, mais en tout cas, j'ai les informations par chat. Alors, une autre question. Pour les trois types de la métaphore conceptuelle, il y a des motivations universelles qui sont partagées par tous les locuteurs d'une même culture, d'une même société. Alors, ça, c'est une question compliquée à laquelle je ne peux pas répondre en détail. Alors, dans les métaphores conceptuelles, certaines ont une très grande généralité, même entre les cultures, hein, entre plusieurs cultures différentes.
sont presque universelles. Hein. Ça, surtout les métaphores primaires. L'idée, par exemple, que quelque chose, que le lourd, que l'idée, quelque chose de lourd est associé à quelque chose de difficile, ça, il semblerait que ce soit très, 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 très fréquent dans les langues. Hein. Mais dans d'autres cas, on l'avait vu avec la métaphore conceptuelle de l'eau, avec c'est propre à certaines cultures. Alors, les motivations, en revanche, les motivations, on peut avoir exactement les mêmes, c'est toujours le même genre de motivation, puisque les motivations, elles sont liées à la vie phénoménologique de l'être humain, c'est-à-dire, vous voyez, par exemple, les dimensions haut, bas, devant, derrière, là, quelle que soit la culture dans laquelle on vit, il y a le haut, il y a le bas, on partage quand même en tant qu'être humain, en dépit des différences culturelles, on partage un certain nombre de caractéristiques, hein, et il y a quand même, à partir de ces caractéristiques communes qui font que tout être humain est un être humain, il y a forcément des sources communes pour les métaphores conceptuelles. Donc, c'est une, si vous voulez, c'est une caractéristique assez générale des travaux de linguistique cognitive. Il y a une recherche quand même de certains universaux sémantiques, hein, qui sont valables pour toutes les cultures, d'autres qui sont spécifiques à des cultures, et même on peut imaginer qu'il y ait des métaphores conceptuelles qui soient spécifiques à des subcultures, c'est-à-dire qui ne soient pas généralisées dans toute une culture, mais seulement dans une sous-partie. Bon, je n'ai pas d'exemple en tête là vraiment, mais on pourrait très bien imaginer cela. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à vos questions. Et eh bien, écoutez, s'il n'y en a pas d'autres, je vous remercie. Non, apparemment, il n'y en a pas d'autres. Très bien. Merci de votre attention et donc je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.